Donc, si vous le voulez, on va pouvoir débuter très tranquillement. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 29 octobre 2024. Mon nom est Marc-André Mahukalot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Madame Céline Gilina, qui est co-directrice scientifique pour le RISIC. Je vais vous présenter notre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions en fait à notre conférencière et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Accompagner l'aîné, le proche et l'intervenant dans le continuum de sécurité routière, présentation d'une trousse sur la capacité à conduire de la personne aînée, et il nous est présenté par Madame Camille Savoie. Camille Savoie est infirmière et professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle est également chercheure régulière au Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches et au Centre de recherche en santé durable VITAM. Ses intérêts de recherche portent sur les soins à la personne âgée, la sécurité routière et la mobilité des aînés, les soins de première ligne, les soins fondamentaux et l'approche aidance. Ses études doctorales ont mené au développement du premier guide canadien d'évaluation et d'accompagnement des conducteurs âgés destiné à la profession infirmière. Donc, on est très content, Madame Savoie, de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce midi dans le cadre de cette activité scientifique, pour vous parler de conduite auto des personnes aînées et de tout le processus là, d'accompagnement de ces gens-là. Donc, brièvement, le plan de la présentation, je vais faire une brève mise en contexte juste pour un peu parler des principales thématiques, mettre un peu la table là, sur le sujet. Ensuite, on va embarquer dans le projet de la trousse, fait que sur l'origine, d'où part ce projet-là, l'équipe de travail qui a travaillé et qui a participé au développement de la trousse, toute la démarche d'élaboration et de validation de l'outil, la présentation en tant que telle de la trousse et ensuite, je vais vous parler d'un projet qui s'en vient dans les prochaines années là, de développement et d'adaptation pan-québécois. Donc, d'abord, en fait, il faut savoir de base là, que la voiture, c'est le moyen de transport le plus utilisé au Québec. Probablement que vous ne serez pas là, surpris d'entendre ça. Il y a plusieurs éléments qui viennent expliquer ça, notamment l'aménagement du territoire, qui est une variable qui va influencer directement là, le mode de transport privilégié par les gens. On sait, on a un vaste territoire au Québec, on a une urbanisation qui est étalée, qui augmente les distances à parcourir et qui provoque une utilisation massive de l'automobile. On sait aussi que l'automobile, c'est le moyen de transport préféré des aînés, donc de ce groupe d'âge-là. On le voit dans le graphique là, qu'il y a vraiment une augmentation constante de l'utilisation de l'automobile dans ce groupe d'âge-là. Et l'augmentation là, continue depuis les dernières années. Malgré, en fait, le fait que les aînés préfèrent utiliser l'automobile pour se déplacer, on note quand même là, une diminution plus les aînés avancent en âge. Fait qu'on voit que la portion le bleu pâle des graphiques. Donc, on voit quand même que l'automobile est en majorité, mais que le quartier bleu pâle diminue plus les aînés vieillissent. Donc, ça signifie en fait que au cours du processus du vieillissement, il y a plusieurs aînés qui vont devoir cesser de conduire, notamment parce que les aînés ont une inaptitude à conduire, perdent leur permis de conduire parce qu'ils sont plus en mesure de conduire de façon sécuritaire, ou il y a certains aînés qui vont décider d'eux-mêmes de cesser de conduire, n'ayant pas nécessairement là, une incapacité, par exemple, médicale à conduire. Vous remarquerez aussi qu'il y a quand même une utilisation minimale des autres alternatives de transport, puis qui augmente peu, là, même si les aînés utilisent moins l'automobile, plus ils vieillissent. Encore là, plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Souvent, on voit que l'incapacité de conduire une voiture est synonyme pour plusieurs aînés de l'impossibilité aussi de faire appel au transport en commun dû aux incapacités qui ont causé la perte du permis de conduire.
Donc, par exemple, un aîné peut avoir des déficits moteurs qui l'empêchent de conduire de façon sécuritaire, mais qui l'empêchent aussi d'utiliser des moyens de transport alternatifs comme le taxi, l'autobus, la bicyclette, la marche, etc. On sait aussi que l'utilisation des moyens de transport chez les ex-conducteurs âgés est peu fréquente, notamment parce qu'on a un manque d'habitude, de confiance à utiliser ce type de transport-là, aussi par manque de juste de connaissance de ces moyens de transport-là, ne savent pas que ça existe ou ne savent pas comment les utiliser. Donc, divers là, éléments qui expliquent pourquoi, ben, les moyens de transport alternatifs sont peu utilisés, mais aussi ce qui démontre quand même qu'il y a une diminution de l'utilisation de l'automobile au fil du processus du vieillissement. Quand on parle en fait du continuum de la sécurité routière, il faut savoir que ça commence quand l'aîné est encore conducteur, pleinement conducteur, donc avec toutes ses capacités, conduit de façon autonome, puis ça va vraiment s'étaler jusqu'à ce que l'aîné cesse de conduire. Si on en arrive là, c'est pas tous les aînés qui vont devoir cesser de conduire. Donc, c'est vraiment l'ensemble du continuum. Puis, on sait que la période de transition qui s'étend du statut de conducteur à celui de passager comporte des défis importants auxquels vont s'associer des besoins. Fait qu'on voit vraiment des besoins qui vont être différents tout au long du continuum, mais qui vont être présents tout au long du continuum. Puis, on a aussi des besoins qui vont être différents dépendamment des gens qui sont impliqués dans ce continuum-là. Donc, évidemment que les aînés qui vont vivre toute cette transition-là, qui vont avoir, on sait, des besoins pratiques, notamment de recherche d'alternatives de moyens de transport, c'est-à-dire qu'un aîné qui cesse de conduire doit trouver d'autres moyens de se déplacer, de continuer ses activités malgré la perte de son permis de conduire. Fait que vraiment des besoins pratico-pratiques de comment je réorganise là, ma vie. On a aussi des besoins informationnels. En fait, ces besoins-là, c'est de comprendre le fonctionnement d'évaluation, à qui je m'adresse, c'est quoi les lettres que je reçois de la Société de l'assurance automobile du Québec, où je trouve mes informations. Donc, tous les besoins de compréhension, d'information, on le note, puis les aînés en ont. Et on a aussi les besoins, bien sûr, émotionnels, où certains aînés vont cesser de conduire et vont vivre un deuil là, associé à la perte du permis de conduire, une transition qui comporte quand même beaucoup là, qui a une charge émotionnelle là, pour certaines personnes. Donc, il va y avoir aussi des besoins émotionnels de soutien, d'accompagnement de ces personnes-là. On a aussi les proches, les personnes proches aidantes, des aînés conducteurs ou ex-conducteurs qui vont vivre quand même aussi qui auront des besoins, qui vont vivre à leur façon une transition. On sait que les proches ont souvent une méconnaissance des ressources, ne savent pas à qui s'adresser, comment aussi accompagner les aînés dans le continuum, dans le processus d'évaluation, de cessation de la conduite automobile. On a aussi la littérature qui recense beaucoup le fardeau associé à devoir assumer les déplacements de la personne aînée. Et aussi les changements dans les dynamiques familiales. Typiquement, on le voit quand, par exemple, le conducteur homme là, âgé conduisait avant pratiquement tout le temps, puis là, la femme doit prendre le relais et conduire à partir de maintenant. Donc, ça crée tout un changement de dynamique, puis quand même un fardeau là, associé pour les proches aidants. Et on a aussi tous les intervenants, puis vous allez comprendre pourquoi je parle des intervenants, des bénévoles dans les milieux communautaires, qui ont aussi des besoins, qui sont vraiment, qui ont un travail de proximité avec les personnes aînées et leurs proches, et qui souvent ne savent pas là, comment accompagner ces gens-là dans le continuum. Donc, on rentre dans le fond, dans l'origine du projet, dans le vif du sujet, puis vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de ces éléments-là. En fait, il faut comprendre que l'idée de base de développement de la trousse, là, ça part d'un sous-comité accompagnement transport de la table des aînés de Lévis, qui en fait, eux, avaient relevé une problématique de manque de bénévoles auprès des organismes qui offrent des services de transport. Fait qu'en fait, les organismes ont des bénévoles qui offrent des services de transport aux aînés qui ne peuvent plus conduire pour en fait pouvoir se déplacer là, dans différents lieux.
Et comme pour eux, c'était difficile de jouer sur le recrutement des bénévoles, l'idée d'une trousse d'informations sur les alternatives à la conduite automobile a émergé dans leur sous-comité. Aussi, là, ils remarquaient que les intervenants se sentaient souvent impuissants, peu outillés pour accompagner les personnes aînées et leurs proches dans le processus là, d'évaluation, de cessation de la conduite automobile. Donc, le sous-comité a cherché un peu ce qui existait à ce sujet-là et n'a rien trouvé. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on nous a approchés, moi et mon équipe, que je vais vous présenter là, pour développer une trousse à cet effet-là. Donc, la trousse que je vais vous présenter, c'est actuellement là, le seul outil qui existe en ce sens-là au Québec. Donc, on est toute une équipe qui a travaillé sur la création de la trousse. C'est super important pour moi de vous présenter cette équipe-là. Donc, bien sûr, moi, mais j'ai aussi travaillé là, avec Martin Lavallière, professeur à l'UQAC, et Sylvie Ré, professeur à l'UQTR. Quand on a fait le projet de la trousse, il faut savoir que Sylvie et moi, on était encore étudiantes au doctorat. On terminait, là, on était à la fin de notre parcours, puis Martin, lui, était déjà professeur. Et on a collaboré très, très étroitement avec le comité accompagnement transport. Tous les gens que vous voyez ici là, ont participé. Fait que vous voyez qu'il y avait vraiment une diversité de personnes qui siégeaient sur le comité, autant des intervenants de proximité, des aînés partenaires, des gens des organismes communautaires, des conseillers aussi directement à la ville de Lévis. Donc, le comité nous a vraiment permis d'avoir une belle représentativité des besoins en transport, en mobilité du secteur Lévis-Saint-Lambert de Lauzon. Et ça nous a permis, là, vous verrez, de faire une trousse qui est très, très, qui répond réellement aux besoins des gens de ce secteur-là. Donc, la démarche d'élaboration de la trousse, en fait, c'est un processus qui a été vraiment itératif. On a débuté par faire une recension des écrits, de la littérature grise et scientifique pour recenser les meilleures pratiques en termes d'accompagnement des aînés dans tout le continuum là, de sécurité routière, aussi en termes d'accompagnement des proches aidants. Donc, vraiment, du moment où les aînés étaient encore conducteurs jusqu'à la perte là, de permis de conduire lorsqu'ils deviennent passagers. On a aussi mené quelques entrevues pour aller mieux comprendre, cibler les besoins du milieu, parce que, comme j'ai dit, la trousse était vraiment destinée spécifiquement au secteur Lévis-Saint-Lambert de Lauzon. Fait que pour nous, c'est important de développer quelque chose là, qui soit très collé à leur milieu. Et on a fait de multiples rencontres, échanges entre notre petite équipe de chercheurs et le comité accompagnement transport, ce qui nous a permis là, dans le fond, de développer une première version préliminaire de la trousse. Donc, un peu plus précisément, là, on a fait 12 entrevues, donc auprès de 8 femmes, 4 hommes, une diversité de participants quand même. Fait que des gens du comité accompagnement transport ont participé aux entrevues, mais on a aussi là, questionné des bénévoles, des intervenants communautaires et des citoyens. En fait, on avait 4 objectifs à travers les entrevues. Donc, d'abord, de recueillir les observations des participants concernant la conduite automobile des personnes aînées, de comprendre aussi les sources d'inquiétude relatives à la conduite automobile des aînés vécues par les participants, de comprendre leurs besoins par rapport à la conduite auto des participants et identifier les ressources, les moyens à disposition des personnes aînées qui ne peuvent plus conduire pour le secteur Lévis-Saint-Lambert de Lauzon pour être en mesure de faire une trousse qui soit vraiment adaptée à leur milieu. Donc, on a fait plusieurs cycles de validation dans le sens où il y a une première version préliminaire de la trousse, comme j'ai dit, qui a été développée. Ensuite, on a fait une révision là, de cette trousse-là. Elle a été révisée par les membres du comité. Puis ensuite, on a fait plusieurs cycles comme ça là, pour être, en fait, s'assurer que ça répondait à leurs besoins, que ça leur convenait et puis que c'est ça répondait à leurs attentes. Fait qu'on a fait là, plusieurs cycles pour arriver à la version finale de la trousse que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la trousse, elle s'adresse à qui? Bien sûr, elle s'adresse en fait aux personnes aînées et aux proches et aux intervenants, donc à 3 groupes de participants, si je peux dire, du territoire Lévis-Saint-Lambert de Lauzon. Donc, on voulait vraiment
pour les aînés, les proches, les sensibiliser aux capacités requises pour conduire et aussi leur permettre d'envisager et d'adopter des alternatives de conduite automobile. Vous verrez que pour nous, c'était très important d'aborder le sujet de la conduite auto, pas seulement auprès des aînés qui avaient cessé de conduire, pour qui on devait trouver là, des solutions alternatives. Tout ça, on voulait aussi agir en prévention auprès des aînés. Fait que vous verrez qu'on agit tout au long du continuum, comme j'ai mentionné précédemment. Puis, en fait, on voulait aussi développer quelque chose pour les intervenants pour leur fournir vraiment un outil concret qui leur permettait d'amorcer un processus réflexif auprès des aînés, auprès des proches, pour qu'ils se préparent à vivre les transitions associées au continuum, à la perte d'un permis de conduire, et aussi à adopter des nouvelles habitudes pour conserver leur autonomie, leur indépendance, répondre à leurs besoins en termes de mobilité pour continuer en fait leurs activités là, de la vie. Le plus possible avec ou sans l'automobile. Euh, donc, c'est ça. Puis on voulait vraiment que la trousse soit adaptée à leur secteur pour que ça réponde à leur réalité en termes de mobilité, de transport. On sait notamment que c'est complètement différent si on s'adresse à un territoire en milieu urbain versus en milieu rural. Fait que on a pris soin de bien recenser là, les particularités du territoire Lévis-Saint-Lambert-de-Lauzon. Donc, la trousse sur la capacité à conduire, elle comprend trois sections indépendantes l'une de l'autre. Par contre, on peut la retrouver en aussi une grande trousse qui comporte en fait les trois sections. Ici, vous avez les trois images des pages couverture là, des PDF. Par contre, on a des versions imprimées aussi. Là, fait que la version imprimée, là, je les ai. Ici, ça ressemble à ça. Fait que c'est vraiment du 8,5 11. On les avait fait le boudiner. Fait que vous voyez, fait qu'on a vraiment là, les trois sections de la trousse ici. Fait qu'on voulait vraiment que la trousse, ben, on voit que ça s'adresse là, aux trois groupes de participants, fait que vraiment aux intervenants ici, aux aînés et aux proches. Puis on voulait chaque section de la trousse puisse être remise là, indépendamment les unes des autres pour que les intervenants, au besoin, aient leur trousse de soutien, là, vraiment, pour qu'ils aient un outil là, de référence pour eux, pour leur permettre d'intervenir auprès des aînés, mais qu'ils aient aussi des sections à remettre aux aînés, aux proches qu'ils rencontrent. C'est pour ça qu'on a vraiment fait trois sections indépendantes. On a aussi on sait que la trousse au complet là, est utilisée notamment pour les activités de groupe sur la conduite automobile. Fait que l'entièreté des trois sections ensemble peut aussi être utilisée. Aussi, on a développé trois sections indépendantes, comme j'ai dit, ben, pour permettre à l'intervenant de remettre une section à la fois, mais aussi parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à l'aîné, aux proches et à l'intervenant. Fait que pour être en mesure d'adapter et de répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe de participants, il était essentiel là, d'avoir vraiment trois sections indépendantes dans la trousse. En fait, trousse, chaque section de la trousse a été structurée de la même façon, selon trois moments clés pour la personne aînée. Donc, le moment clé vert où la personne est là, sa pleine capacité à conduire, tout va bien, comme vraiment, là, on voit les feux de circulation. Ensuite, on a le moment clé 2, orange, où là, on commence à avoir des inquiétudes, des signaux d'alerte qui viennent nous titiller, nous dire peut-être que la personne, elle sera à risque au niveau de sa capacité à conduire. Et lorsqu'on est dans le moment clé 3, là, en rouge, là, la personne soit perd de façon temporaire ou définitive la capacité de conduire une voiture. Fait que les trois sections de la trousse sont organisées de la même façon selon les trois moments clés. Ici, vous avez en fait la page couverture là, de la trousse dans son entièreté. On a accompagné la trousse d'un mode d'emploi, en fait, qui permet de présenter la trousse aux intervenants, de leur expliquer un peu comment elle a été conçue. Fait que ça mentionne notamment qu'il y a trois sections principales qui leur est proposées, qui sont indépendantes, donc ils peuvent les remettre séparément. Et on leur explique aussi que c'est organisé selon les trois moments clés pour être en mesure de se repérer. En fait, on a fait un travail là, avec un graphiste, évidemment. On a fait tout un travail de mise en page pour essayer de rendre la trousse le plus attractive possible.
qu'elle soit non menaçante pour les aînés, les proches. On sait que c'est un sujet, la conduite auto, qui est extrêmement délicat à aborder, souvent redouté des intervenants. Les aînés et les proches se sentent souvent là, attaqués quand on aborde ce genre de thématique-là avec eux. Donc, on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui soit attrayant. On a aussi respecté là, les couleurs, les contrastes de couleurs pour faciliter la lecture pour la personne aînée. Et on a vraiment un souci, on a eu un souci d'utiliser du vocabulaire simple, accessible, pour que ce soit facilement comprenable pour les gens qui allaient la lire. Donc, je vais vous présenter un exemple, ben, quelques pages en fait des trousses, un peu plus précisément sur celle-là des aînés ici, pour vous présenter un peu de quoi ça a l'air. Donc, à l'intérieur de la trousse pour les aînés, ben ça, c'est la première page d'introduction où tu sais, comme vous voyez, là, il y a une brève introduction sur le vieillissement, son impact, l'impact du vieillissement sur la capacité à conduire une auto. Puis on présente ensuite là, vous allez voir les pistes d'action et les ressources selon chaque moment clé. Donc, chaque moment clé est présenté selon la même, structuré selon la même manière. Donc, au recto, on a toujours donc les éléments importants, un peu plus importants pour le moment clé, et des compléments d'information à droite. Et au verso, on a toujours des ressources. En fait, il y a des ressources qu'on a mis en annexe de certaines sections de la trousse, et il y a d'autres ressources qu'on nomme là, que la personne peut aller consulter sur Internet ou des numéros de téléphone à appeler, tout ça. Fait que ça dépendait vraiment de ce qui était abordé dans le fond, dans chaque moment clé, dans chaque trousse, pour voir ce qu'on retrouve là, dans les compléments, dans les annexes. Fait que vous voyez, par exemple, au niveau de la trousse pour les aînés, là, on est au moment clé 1, fait que la personne a pleinement sa capacité à conduire, il n'y a aucun problème. Mais là, on va vraiment être dans de la prévention. Puis c'était hyper important pour nous d'aborder cet élément-là parce qu'en fait, nous, vous verrez, là, bien sûr que la trousse, elle est pertinente à remettre quand l'aîné a perdu son permis de conduire, quand l'aîné est à risque, tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est d'aborder le sujet le plus tôt possible dans le processus du vieillissement pour que la personne y pense, mijote ces informations-là, se prépare à l'avance sans que ce soit un sujet qui soit menaçant, puis que la personne soit dans l'urgence là, de se trouver des solutions, par exemple, pour se déplacer. Fait que si on est vraiment dans de la prévention, notamment dans de la promotion des saines habitudes de vie qui permettent à l'aîné de conserver sa capacité à conduire plus longtemps, de conserver son permis de conduire, on commence aussi à parler des auto-évaluations. Par exemple, à 75 ans, on sait que l'aîné va recevoir un formulaire d'auto-évaluation médicale qu'il devra obligatoirement compléter de la SAC, et qu'on lui explique qu'il va recevoir ça, à quoi ça ressemble, comment ça se déroule une telle démarche. Puis déjà, on l'invite à commencer à anticiper une éventuelle perte de capacité, de perte de permis de conduire pour déjà penser à des solutions alternatives, là, à savoir, ben moi, comme aîné, comment je m'organiserais si, pour poursuivre mes activités, ma vie, si j'avais plus mon permis de conduire demain matin. Fait que déjà, d'entamer une réflexion à cet effet-là. Ensuite, donc, le moment clé 2, fait que là, on tombe plus un moment dans le continuum où on a des inquiétudes, un certain risque. Donc, on a des doutes sur la capacité à conduire de l'aîné. Fait qu'on va amener plus l'aîné à s'auto-évaluer au niveau de sa conduite. Il y a des outils là, qui ont été faits à ce niveau-là. Fait que, ben, comme aîné, moi, je me regarde, est-ce que j'ai certains signaux d'alerte qui doivent m'inquiéter? On l'invite à se questionner, notamment aussi à prendre conscience des prérequis nécessaires pour conduire de façon sécuritaire, puis quelles sont les obligations de l'aîné en tant que conducteur envers la SAC. Fait que, tu sais, par exemple, ici, là, c'est vraiment mentionné que l'aîné est dans l'obligation de déclarer certaines conditions médicales au niveau de son dossier de conducteur. Fait qu'on amène l'aîné à amorcer quand même une réflexion à cet effet-là. Et encore là, on est dans l'identification de solutions alternatives de transport en cas de cessation de la conduite auto. Et vous voyez là, de nouveau les ressources qui se retrouvent au verso.
Et ensuite, le moment clé 3, donc la perte temporaire ou définitive de la capacité à conduire, où là, l'aîné va vraiment devoir trouver des solutions alternatives. Puis on est vraiment dans un soutien à la perte du permis, donc comment mieux vivre cette transition-là, le deuil associé, etc. Donc, je vous ai mentionné qu'il y avait des annexes pour chaque section de la trousse, des annexes qui sont différentes. C'est vraiment variable là, d'une section à l'autre. On a mis toutes sortes de choses. Je vous ai mis quelques exemples ici, comme par exemple le formulaire là, d'autodéclaration médicale que l'aîné doit compléter à 75 ans, que la SAG, en fait, va faire parvenir à l'aîné. Bon, on l'a mis pour que, par exemple, la personne aînée puisse le voir, le proche aidant aussi puisse le voir avant de le recevoir là, officiellement par la poste. Et on a mis aussi toutes sortes de pamphlets et documents d'information qui existaient déjà, qui sont hyper intéressants. Tu sais, notamment ici, il y en a un de la SAC, un document de la CAA Québec. Et qu'on a mis des pamphlets, des documents qu'on trouvait là, intéressants, puis qui abordaient des thématiques qu'on avait en fait traitées là, dans les sections de la trousse. Ici, c'est juste pour vous montrer, c'est une section là, de la trousse destinée, la section destinée aux intervenants et aux bénévoles, juste pour vous montrer que ça n'aborde pas vraiment les éléments dans le même angle. Vous voyez que c'est structuré de la même manière, mais on n'abordera pas les mêmes choses. Tu sais, par exemple, ici, on aborde plus les obligations des conducteurs âgés au Québec. On explique un peu les processus d'évaluation pour les intervenants. Ça, c'était un besoin qui a été là, recensé dans les entrevues, de dire je sais même pas, les aînés me parlent de documents qu'ils reçoivent à la maison, me parlent d'appels qu'ils ont eu de la SAC, puis je sais même pas, en fait, c'est quoi, je sais pas quoi leur répondre parce que je sais pas c'est quoi le processus qu'ils doivent faire. Fait on a mis de l'information sur ça. Fait que c'est un exemple pour vous montrer un peu là, les différences un peu d'informations qui se trouvent entre les sections de la trousse, dépendamment à qui elles s'adressent. Puis encore une fois, ici, au niveau du moment clé 2, c'est un exemple. Tu sais, on nomme vraiment des signaux d'alerte que l'intervenant pourrait repérer chez un aîné pour savoir ben, est-ce que l'aîné serait à risque. Fait que, tu sais, par exemple, d'inquiétude d'un proche, des bris sur le véhicule qui seraient inexpliqués. Tu sais, c'est des données qui ont été recensées là, dans la littérature qui sont liées à un risque pour la conduite automobile. Fait qu'on les nomme pour que l'intervenant soit en mesure de les repérer. Fait que c'est des exemples là, pour vous montrer là, que ce c'est pas toutes les mêmes informations qui se retrouvent dans chaque section des trousses. Puis je vous présenterai pas celle pour les proches, mais c'est la même chose aussi. On a fait un lancement médiatique en mai 2023 pour lancer la trousse officiellement. Fait que depuis, on a plusieurs centaines de trousses qui ont été distribuées dans le secteur Lévis-Saint-Lambert-de-Lauzon, qui ont été distribuées le papier. Il y a énormément aussi de téléchargements qui ont été faits. Depuis, on a des intervenants qui nous ont dit que ça avait permis de générer des discussions sur le sujet de la conduite automobile. On sait aussi qu'il y a une intervenante qui organise des petites rencontres de discussion avec des bénévoles en utilisant la trousse comme point de départ, en fait, de la discussion. Fait que pour nous, c'est certain c'est très, très positif, là, juste parce que, ben, on sait justement que c'était un sujet qui était évité, souvent craint par tous, un sujet qui était délicat. Donc, d'avoir ces rétroactions-là, là, de savoir que ça amorce des discussions, que ça permet d'aborder le sujet peut-être d'une meilleure façon. Pour nous, c'est un résultat hyper positif. On a eu aussi des retours positifs de certains aînés et des proches là, qui nous disent que c'est hyper intéressant comme outil pour eux. Les bénéfices d'une trousse comme ça, en fait, de base, là, pour nous, en fait, c'est une première d'outiller les intervenants des milieux communautaires par rapport à ça. Les intervenants sont dans le milieu de la sécurité routière, là, je dirais, là, les intervenants sont peu impliqués, inclus, considérés dans les projets de recherche ou en tout cas dans les projets là, d'amélioration continue, je pourrais dire. Alors qu'ils sont en contact régulier avec la clientèle âgée, sont très, très, très présents, ont un rôle de proximité auprès des aînés, de leurs proches. Donc, pour nous, c'est hyper intéressant et pertinent de leur fournir un outil pour les aider dans leur travail.
Aussi, je pense que la trousse, le fait d'aborder le sujet tôt dans le moment clé vert, c'est aussi un point hyper positif qui nous permet d'aborder le sujet de façon non menaçante, comme j'ai dit, puis d'amorcer la discussion tôt dans le processus de vieillissement. La trousse permet aussi de répondre aux différents besoins dont je vous ai parlé en début de présentation. Fait que vraiment, ça fournit des informations pour répondre aux besoins tant informationnels, pratiques qu'émotionnels. Et ce document qui est écrit, pour nous, c'est important que. Puis c'est sûr que ça fait quand même des documents volumineux là, quand on les imprime. On est conscient de ça, mais pour nous, c'était super important de pouvoir l'imprimer, de l'avoir en version papier pour vraiment faciliter la compréhension, la rétention d'informations auprès de la clientèle âgée. Aussi pour que les intervenants aient quelque chose qui puisse toujours là, s'y référer comme document de référence, puis qu'ils puissent remettre quelque chose papier là, aux aînés et aux proches s'ils jugent que c'est nécessaire. Donc, comment se procurer la trousse? En fait, elle est disponible gratuitement sur le site de la QDR. Fait que quand vous allez sur le site de la QDR ici, elle est là, annoncée directement sur la page couverture. Puis quand vous cliquez, là, c'est la procédure pour y avoir accès est expliquée. Vous pouvez, dans le fond, directement télécharger les fichiers PDF. Je sais qu'il y en a aussi des versions papier à la QTR, fait qu'il indique, là, je vous l'ai mis là, ben, il s'indique ici là, le numéro de téléphone où on peut appeler pour avoir une copie papier de la trousse, mais vous pouvez très bien là, imprimer les versions PDF des trousses dans vos organisations. Donc, en fait, quand on a eu le lancement en mai 2023, il y a eu vraiment une réponse hyper positive de plusieurs personnes. On a eu aussi beaucoup de demandes d'avoir la trousse, mais dans d'autres secteurs, d'autres régions que celui de Lévis-Saint-Lambert-de-Lauzon. Puis comme j'ai mentionné, ben, c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour eux pour répondre à leurs besoins très spécifiques. Donc, depuis ça, on a amorcé un projet en collaboration avec, en fait, financé par la Société de l'assurance automobile du Québec, où on va développer et déployer une trousse pan-québécoise sur la capacité à conduire de la personne aînée. Donc, c'est un projet qu'on a amorcé en 2023. On est actuellement dans la première phase là, de la recherche où on complète la recension des écrits. On fait une recension des écrits un petit peu plus exhaustive que ce qui avait été fait. Et on va faire des consultations de masse, notamment, bien sûr, auprès d'aînés, de personnes proches aidantes, encore auprès des intervenants là, des milieux communautaires, mais aussi auprès de différentes instances comme l'Union des municipalités du Québec, le réseau FADOC, tous les CIS, IUS, SAC, CA Québec. Donc, quand même là, une collecte de données d'envergure, je dirais, qui est en cours et qui va se poursuivre dans les prochains mois pour idéalement là, sortir une première version de cette trousse pan-québécoise-là en 2025. C'est certain que pour nous, c'était important, puis c'était en fait c'était incontournable de repenser, refaire une collecte des données parce que c'est ça, la trousse qui a été développée est vraiment adaptée aux besoins de Lévis-Saint-Lambert-de-Lauzon. Fait que là, il faut penser à s'adapter à l'entièreté du Québec, à des milieux urbains, des milieux ruraux, semi-urbains, avoir un peu c'est quoi les besoins de façon plus macro. Donc, on va refaire une première version là, d'une trousse complètement pour ensuite la déployer dans les centres de services régionaux. Donc, la SAC en 2025-2026. Puis ensuite, on fera là, une évaluation un peu des effets de la mise en œuvre de cette trousse-là, du déploiement. Et on recueillera là, des commentaires pour finalement faire une version finale de la trousse qu'on terminerait en 2027. Donc, c'est un projet qui est en cours, puis on se le fait énormément demander. Fait qu'éventuellement, vous pourrez, si vous êtes de d'autres régions, vous pourrez utiliser la trousse là, dans vos régions respectives. Cette trousse-là qu'on développera qui sera adaptée à l'ensemble du Québec. Fait que je termine en faisant une petite mise en garde, justement. Probablement qu'il y a des infirmiers et infirmières là, qui sont ici ce midi avec moi. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent quand même, la trousse, même s'ils ne sont pas dans le secteur Lévis-Saint-Lambert de Lauzon. Ils l'utilisent, en fait, je pense,
pour s'inspirer, pour avoir un peu des pistes de réflexion, tout ça, mais il faut être conscient que de remettre la trousse, par exemple, papier ou PDF à un aîné, à un proche qui ne serait pas de ce secteur-là, ben, c'est sûr qu'il y a des informations peut-être qui ne s'appliqueront pas là, à leur réalité. Fait que peut-être d'être prudent par rapport à ça. Et justement, c'est pourquoi on mène le projet là, d'adaptation puis de déploiement pan-québécois. Il faut juste être un petit peu patient puis nous laisser le temps de développer cette nouvelle trousse-là. Et je mets aussi en garde, si vous êtes infirmier, infirmière, les trousses fournissent des pistes de réflexion là, pour parler du sujet de la conduite auto, l'aborder le sujet avec les aînés, les proches, mais ce n'est pas un outil de repérage, d'évaluation valide. Quand on parle plus de ce type d'outil-là, là, moi, dans le cadre de mon doctorat, j'ai développé un guide d'évaluation et d'accompagnement des aînés dans le fond, des conducteurs âgés spécifiquement destinés à la profession infirmière. Fait que vous le voyez ici. Le guide, il est présent là, dans le. Vous pouvez l'avoir dans l'examen clinique de l'aîné, là, le petit guide boudiné comme ça. Il est présent dans l'outil numérique de ce guide d'examen clinique-là. Vous pouvez y avoir accès. Puis ça, ici, c'est vraiment un outil pour vous d'évaluation selon nos activités réservées. Puis comment, comme professionnel de la santé, évidemment, là, on a un rôle à jouer de repérage, d'évaluation, de déclaration des aînés inaptes à conduire à la salle. Fait que comment compléter, par exemple, le formulaire de déclaration d'inaptitude destiné aux professionnels de la santé. Fait que c'est tout ça qui est abordé. Fait que de faire attention que de ne pas utiliser la trousse comme un outil d'évaluation clinique parce que ce n'est pas du tout là, le cas. Il y a d'autres choses comme mon guide là, qui servent à ça. Et encore là, je pourrais revenir puis vous parler du guide que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, mais ce sera un guide qui sera que je vais poursuivre là, dont je vais poursuivre le développement dans les prochains mois, années. Donc, vous verrez probablement aussi passer ça. Puis ce sera l'outil qui vous permettra peut-être de vous aider plus dans votre rôle là, clinique d'évaluation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter le partage pour vous voir, ben, pas vous voir, mais vous lire possiblement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Savoie, pour votre présentation. Je pense que c'est toujours très, très intéressant de voir des outils d'application, on pourrait dire autant concrets, qui émanent justement d'un processus aussi rigoureux comme vous le décriviez. Donc, oui, qui émanent de données empiriques, mais je pense que vous faisiez bien ressortir toute le processus un peu de combinaison un peu de ces données-là. Donc, vous parliez de données empiriques, vous parliez également des entrevues que vous avez faites avec des parties prenantes, avec les acteurs clés. Et après ça, tout le processus de validation qu'il y a eu derrière cette trousse-là pour être capable d'offrir enfin un outil aussi concret puis aussi applicable. Donc, non seulement pour les personnes aînées, mais pour leurs proches et les intervenants également. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un très, très gros travail que vous avez réalisé. Donc, comme je vous l'indiquais dans le chat, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dès maintenant à notre conférencière en utilisant la fonction Q&R au bas de votre écran. Il y a des questions qui commencent déjà à rentrer et j'irai déjà avec une première question. Donc, on a une participante qui se demande, en fait, elle dit, puis je pense que vous le mentionniez tantôt, à partir, je crois, de 75 ans, les aînés doivent déclarer obligatoirement à la SAC tout changement dans leur état de santé. Et cette participante-là nous dit, par contre, de sa perception à elle, il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. Elle se demande, en fait, quelle est notre responsabilité légale comme intervenant dans ce genre de situation-là, sachant également que la plupart de ces personnes aînées n'ont peut-être pas de médecin de famille. Donc, peut-être pour ceux aussi qui ne connaissent pas ce processus-là, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu, puis si vous partagez peut-être la même perception que cette participante-là. Oui, dans le fond, au niveau là, du processus, je dirais plus légaux, puis en tout cas du processus de la SAC, pour les aînés, on a, c'est ça, le formulaire d'autodéclaration médicale, des conditions médicales que l'aîné reçoit à 75 ans, qu'il doit compléter et retourner. Fait que c'est vraiment un formulaire à cocher là, où l'aîné a- déclare les conditions médicales qu'il a ou qu'il sait qu'il a et renvoie ce formulaire-là à la SAC. Ça, puis ça, c'est un changement, là, ça fait quelques années que ça l'a changé. Avant, c'était pas comme ça. Et à partir de 80 ans, l'aîné, et ce, après ça, tous les 2 ans, l'aîné doit subir un examen médical et visuel, donc vraiment là, en bonne et due forme, qui est ensuite transmis là, à la SAC. Je suis entièrement d'accord avec la participante dans le sens où il y a plusieurs aînés qui ne vont pas déclarer leurs conditions médicales. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que les aînés
des fois, ne déclarent pas volontairement là, les conditions médicales parce qu'ils savent bien que ça pourrait les mettre à risque de perdre leur permis de conduire, mais il y a aussi toute la portion où les aînés ne savent pas nécessairement qu'ils ont certaines conditions médicales. Fait que c'est vraiment pas intentionnel de ne pas déclarer leurs conditions médicales. Puis nous, ben, comme professionnels, notre rôle, c'est de déclarer à la SAC toute condition médicale ou toute médication qui pourrait rendre une personne à risque ou inapte à conduire. Fait que, tu sais, au-delà du processus standard de la SAC à 75 ans, 80 ans, ben nous, comme professionnels, à tout moment, en fond, notre obligation déontologique, si je peux dire, de déclarer ça à la SAC. Puis j'en profite pour rappeler que comme professionnel, c'est pas à nous de prendre la décision de retirer le permis de conduire d'une personne. Tu sais, quand on obtient notre permis de conduire à 16 ans, 17 ans, c'est la SAC qui nous donne le permis de conduire. Ben, c'est la même chose. C'est seulement la SAC qui a le droit de retirer le permis de conduire d'une personne. Nous, comme professionnels, notre rôle, c'est de rapporter les conditions médicales, la médication d'une personne qui pourrait le rendre à risque et inapte. Puis ensuite, la décision, si elle est prise de retirer le permis de conduire d'une personne, ça revient à la SAC. Fait que nous, c'est vraiment un pouvoir de recommandation, si je peux dire, puis de déclaration. Puis, tu sais, quand on pense quand y pense, la SAC a peu là, de contact avec ses conducteurs comparé à nous comme professionnels. Fait que c'est vraiment ça notre rôle. Puis c'est sûr que les aînés qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas de suivi régulier avec des professionnels de la santé, ben ça vient complexifier énormément les choses. On sait qu'il y a certains aînés qui se font aussi, là, je dirais, dénoncer par les policiers. Des fois, il y a des malheureux incidents qui arrivent, puis il y a ces genres d'intervenants-là de première ligne qui peuvent dénoncer les aînés, mais quand on est rendu là, souvent, c'est que c'est un peu trop tard, je dirais. Souvent, il y a un incident là, qui s'est passé. Fait que c'est sûr que pour les aînés qui n'ont pas de suivi médicaux, puis qu'il y aurait une problématique qui arriverait avant 75 ans ou avant 80 ans, là, qu'ils doivent obligatoirement se faire évaluer, ben, ça peut un peu complexifier les choses puis rendre le processus un petit peu. Je dirais que c'est un petit peu une faille là, du processus actuel, si je peux dire. Donc, on entend par votre réponse que c'est une perception que vous avez de partager aussi avec la participante, qu'il y a Oui. peut-être justement qui, soit de manière volontaire ou même involontaire parce qu'ils ne sont pas conscients, ne vont pas le déclarer, mais que nous, en tant que professionnels, oui, on n'a pas nécessairement le pouvoir d'enlever le permis de conduire à une personne aînée, donc il y a une distinction à apporter où on peut amener cette information-là, cette obligation-là déontologique, mais c'est pas nous qui avons cette responsabilité-là, ce pouvoir-là de décider si la personne ou non peut avoir son permis de conduire. Je vois ici qu'on a une participante qui a levé la main. Je ne suis pas trop certain si elle veut réellement s'exprimer. Donc, je vois qu'il y a Mme Catherine Lord qui a levé la main pour s'exprimer. Donc, Mme Lord, je vous donne la parole et on va voir si ça fonctionne. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, on Je va pense passer. qu'elle est sur mute. Ouais, je pense aussi, mais je ne suis pas certain si c'était juste une erreur de sa part qu'elle a levé la main. Donc, on va passer à une autre question, puis elle pourra revenir au besoin. J'aimerais peut-être un peu vous entendre parce que, bon, comme je vous le disais, c'est quand même c'est un gros projet que vous avez mené. Puis en tant que chercheur, c'est pas à tous les jours qu'on a l'occasion justement de développer, de mener un peu le développement d'un outil aussi concret. Puis après ça, je pense que vous en parliez super bien aussi. Ça a été distribué, donc c'est un outil qui est utilisé. Je me demande, d'un point de vue très, très personnel, votre expérience à vous à faire cette espèce de pont-là entre le monde empirique, la recherche, et le monde, on pourrait dire, un peu plus pratico-pratique. Donc, pour mener un outil qui est utilisable. Si vous pouviez parler un peu de cette expérience-là, comment ça a été pour vous de participer à tout ce processus-là? Moi, c'est sûr que ça a été une immense chance. Comme j'ai dit, j'ai été approchée durant mon doctorat. Fait que moi, ça a été un projet. C'est sûr, j'ai pas hésité une seconde avant de dire oui. Tu sais, vous êtes infirmier aussi, on est infirmière, infirmier, on est très sensible aux besoins de clinique, là. Tu sais, moi, j'ai travaillé pratiquement jusqu'à la fin là, de mon parcours d'études doctorales. Fait que j'étais encore très impliquée cliniquement. C'est hyper important pour moi de répondre, ben c'est ça, de répondre aux besoins réels des gens à travers mes projets de recherche. Donc, pour moi, ben, j'ai adoré ce processus-là. Puis dans mes études là, que je fais maintenant, puis dans mon projet de doctorat aussi, c'est le type de recherche que je fais où j'implique là, de façon active les différents acteurs clés, les parties prenantes, les gens, les décideurs, là, puis les utilisateurs des outils que je développe.
Puis c'est ça, aussi dans le cadre de mon doctorat, je développais aussi un outil là, clinique. Fait que pour moi, c'est un processus qui était connu. Ça a ajouté quand même son lot. En fait, ça fait des projets de recherche hyper intéressants, mais un peu plus longs. Ça a pris une bonne année et demie, là, 2 ans avant qu'on puisse sortir la trousse parce que, comme j'ai expliqué, c'était vraiment un processus de co-développement de l'outil où on a vraiment travaillé en collaboration avec le comité accompagnement transport, au-delà du fait qu'on a fait les entrevues. Mais c'est quelque chose qui est hyper riche, puis c'est pour ça, je pense, que ça l'a favorisé par la suite son appropriation puis son utilisation réelle dans le milieu parce que c'est quelque chose qu'ils ont approuvé et le format, tout ce que la trousse contient, ça leur convenait, puis c'est ce qu'ils désiraient vraiment avoir. Fait que je pense que de procéder de cette façon-là, ça favorise énormément l'utilisation de ce qu'on fait dans la recherche réellement en pratique. Puis je pense que sans aucun doute, c'est une force du projet, je pense qu'on a fait. Puis c'est pour ça que je tiens à vraiment souligner le travail du comité en accompagnement transport, que je veux vraiment nommer chaque personne qui était présente parce qu'ils ont vraiment été partie prenante du développement de la trousse. Puis ça a été un processus hyper enrichissant pour nous. D'ailleurs, on collabore encore avec ces gens-là, puis on parle souvent avec c'est ça, les membres. Puis tu sais, je l'ai un peu mentionné, tout le milieu communautaire, c'est un milieu qui est des fois, en tout cas dans notre secteur de recherche, qui est peu consulté, malgré leur rôle de proximité qu'ils ont. Fait que pour nous aussi, c'était comme un peu une première, puis c'était très, très riche d'aller dans un peu ce milieu-là communautaire, puis de sortir de notre milieu du secteur de la santé, plus des CCIUS, là, traditionnellement qu'on connaît, si je peux dire. Oui, puis je pense que vous avez bien fait ressortir dans votre projet toutes les collaborations, tous les partenariats qu'il y a eu aussi, puis qui ont permis au final d'avoir l'outil comme vous l'avez montré. Je reviens sur votre précédente question. Merci à vous. Je reviens sur la précédente question d'une participante. En fait, elle me répétait avoir des précisions ou des spécifications supplémentaires. Je pense que ça fait beaucoup réagir cette notion-là de responsabilité. Donc, quelle responsabilité appartient à l'usager versus peut-être quelle responsabilité appartient aux professionnels de la santé? Elle donne un exemple ici, on pourrait dire tout simple. Donc, elle dit, si par exemple, je suis une allothérapeute et j'installe l'oxygène à un usager, une personne aînée, on comprend, est-ce que je dois moi-même, comme professionnel de la santé, obligatoirement le déclarer à la SAC? Donc, jusqu'à où peut-être est-ce que ma responsabilité à moi se termine puis celle de l'usager commence? Je me demande si vous pourriez peut-être donner quelques petites peut-être clarifications ou précisions supplémentaires. Oui, dans le fond, dans le cas de la sécurité routière, on est 5 professionnels autorisés à juger de l'aptitude d'une personne à conduire. Donc, on a les médecins, infirmières, ergothérapeutes, psychologues et optométristes. Fait en dehors de ces 5 professionnels-là, dans le cadre des activités professionnelles, comme par exemple une allothérapeute, ben, elle pourrait pas déclarer euh, avec le formulaire là, de réservé aux professionnels de la santé une personne inapte. Par contre, toute personne comme citoyenne peut dénoncer une personne, là, dans le sens où si moi, demain matin, je sais pas, ma grand-mère est à risque, puis je me dis ça n'a pas de bon sens, je peux appeler à la SAC puis dénoncer ma grand-mère en tant que Camille Savoie citoyenne. Fait qu'il faut faire la différence, mais dans le cadre des activités professionnelles, il y a 5 professionnels autorisés que je viens de vous nommer. Et donc, c'est un signalement qui est discrétionnaire, c'est-à-dire on n'a pas, tu sais, il y a d'autres provinces du Canada là, qui ont des signalements obligatoires. Nous, c'est discrétionnaire. Fait que c'est vraiment dans le bon jugement du professionnel de déclarer, de dénoncer une condition jugée à risque pour la conduite auto d'une personne. Puis l'obligation du conducteur, ben, c'est de déclarer ces conditions médicales. Mais est-ce qu'un conducteur, puis peut-être que là, Martin Lavalière est là, puis il connaît très bien le sujet, peut-être qu'il pourrait compléter, mais je pense pas tu sais, dans le sens que c'est c'est laissé à la bonne volonté des gens là, de déclarer leur condition médicale. Quelqu'un qui volontairement ne signale pas une condition médicale ne pourra pas être. Ben là, s'il fait un accident, bref, qu'il y a des conséquences, là, par exemple, qui occasionnent la mort de quelqu'un pourrait être accusé de tout ça, mais dans le sens où si
À 75 ans, par exemple, un patient ne déclare pas toutes les conditions médicales qu'il a. Puis ensuite, ben, moi, je le vois comme infirmière à 76 ans. Puis je me rends compte qu'il n'a pas tout déclaré. Puis j'envoie ça à la SAC selon mon jugement professionnel. Puis moi, ce que je vois, ben, le conducteur sera pas réprimandé. Puis il n'y aura pas de retour qui sera fait sur le conducteur en disant vous n'avez pas déclaré vos conditions il y a un an. Je sais pas si c'est. Puis peut-être que Martin voudrait ajouter quelque chose, mais. Je sais pas si c'est plus clair un peu. Je sais que c'est nébuleux des fois pour certaines personnes, un peu ce qu'on notre rôle comme professionnel. Ouais, je vois que la participante écrit dans le chat, donc c'est beaucoup plus clair Ah, OK, pour parfait. pour votre réponse à ce sujet-là, mais je pense que vous faites bien ressortir un peu, on pourrait dire, j'ai tendance à dire toute la complexité un peu de la situation, tout le caractère peut-être même un peu plus inconfortable d'une situation comme celle-là. Donc, on parle même ici peut-être de dénoncement, donc de rappeler Mhm. la personne à la SAC. Donc, on entend qu'il y a quand même des répercussions qui peuvent être assez importantes pour elle. Puis ça peut amener peut-être justement cet inconfort-là, à savoir est-ce qu'on va trop loin ou est-ce que même on va pas assez loin si jamais il pouvait y avoir des conséquences, on va se dire peut-être graves. Mhm. Je vous poserais peut-être une autre question en lien avec la trousse. On voit que visuellement, vous avez montré plusieurs images, donc plusieurs extraits de la trousse. Esthétiquement, je voulais vous le souligner, la trousse est très, très jolie. Vous nous disiez que, puis elle semble aussi simple, facile à suivre, donc elle est très, très claire. Vous dites que vous aviez travaillé avec un graphiste, je crois, pour la conception de la trousse. Puis je me demandais sur le plan justement visuel, comment est-ce que cette expérience-là avait été? Je sais que souvent, les chercheurs ont cette envie-là de présenter des résultats de manière peut-être un peu plus claire, un peu plus ludique, un peu plus compréhensible. Puis je me demande, vous, un peu ce processus-là, les décisions que vous avez prises, comment est-ce que ça a été sur le plan peut-être plus purement visuel de la trousse? Donc, comment vous êtes arrivé à cet aussi beau résultat-là, en fait? Ouais. Faut dire qu'on est parti, nous, dans le fond, on avait rédigé le contenu, évidemment, sur un document Word pas du tout beau, très plate. Puis c'est vraiment en expliquant le projet au graphiste que lui nous est arrivé avec un premier visuel qui ressemblait sensiblement à ce que je vous ai montré, mais avec quand même certaines modifications là, qui ont été apportées. Puis c'est vraiment avec le comité accompagnement transport, puis différents échanges qu'on est arrivé à un visuel comme ça. Mais c'est beaucoup le graphiste qui nous a proposé le visuel de cette manière-là, puis qui était très parlant pour nous. C'est sûr qu'on avait aussi une bonne connaissance un peu de ce que de comment présenter les informations pour les aînés. Puis ça a été quand même, je l'ai pas tant parlé, mais ça a été un défi pour nous tu sais, on avait à la base plus d'informations que ça dans la trousse, on en a enlevé. Est-ce qu'il y en a encore trop? Tu sais, on s'est questionné longtemps à savoir ça parce qu'on était tout le temps dans le dilemme de dire, ben, on veut leur mettre le plus d'informations possible, puis c'est ce qu'on nous demandait, d'avoir quelque chose de très, très complet. Tu sais, on remet un seul document à l'année où il y a toutes les informations, mais en même temps, on sait que bon, on voulait pas que ce soit trop volumineux, on voulait pas que ce soit trop chargé, puis ça décourage la personne aînée de le lire. Fait qu'on était beaucoup là-dedans. Fait que, mais ouais, c'est ça. Ça a été comme un travail, je dirais, de collaboration avec le graphiste. C'est beaucoup lui qui nous a proposé l'aspect visuel, mais par exemple, les moments clés, on les avait déterminés avant. Ouais, puis ça a été hyper de voir, comme vous dites, notre travail mis dans d'une si belle manière, organisé, structuré avec des couleurs, tout ça, c'est super stimulant pour nous. Tu sais, moi qui est très, très rationnel, structuré, pas du tout dans ce côté artistique-là, j'étais vraiment contente de voir le résultat final, c'est certain, ouais. Donc, on entend bien l'importance de travailler avec un graphisme d'un côté. Oui, On entend bien aussi l'enjeu qui est tout le temps entre vouloir donner le plus d'informations possible complètes, puis le souci des fois d'être un peu parcimonieux, puis d'être le plus ciblé dans l'information qu'on veut transmettre, justement ici aux personnes amenées, aux proches, aux intervenants aussi. Peut-être une autre question que j'aurais pour vous en finissant un peu plus générale. Là, on parle de cet outil-là, donc de cette trousse-là. Puis, comme vous le dites, c'est une trousse qui, en ce moment, d'après les retours que vous avez, qui est utilisée par les intervenants. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de votre perception à vous, de ce que vous avez vu dans les écrits, peut-être du niveau de compétences, d'habileté ou de connaissances présentement des intervenants, ou peut-être même des infirmières. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières qui nous écoutent, à aborder ce sujet-là avec les personnes aînées et leurs proches.
Qu'est-ce que les gens nous disent en ce moment, même sur le plan de la formation? Moi, je suis infirmier, je sais pas quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé dans le cadre de ma formation, mais qu'est-ce que vous avez vu un peu dans les écrits sur le plan du niveau d'aisance des infirmières ou des autres intervenants à aborder ce sujet-là? D'abord, il y a très, très peu d'écrits là-dessus. Tu sais, au niveau infirmier, là, moi, il y avait en bas de 10 articles là, qui traitaient de ça quand j'ai fait ma thèse sur le sujet. C'est notamment pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Là. Moi, c'était vraiment une préoccupation clinique qui est à la base de mon intérêt envers ce sujet-là. Puis, c'est dans les écrits, ce qui ressort. Puis, au niveau des intervenants communautaires aussi, très peu d'écrits. Ce qui ressort, c'est vraiment le- l'inconfort des gens de parler de ce sujet-là. Je pense qu'il y a une mécompréhension du rôle aussi. C'est pour ça que je le mentionne tout le temps quand je fais des présentations, que notre rôle, c'est pas de retirer le permis de conduire des gens. Tu sais, on a une relation thérapeutique souvent qui est bâtie, une relation de confiance avec les aînés, puis on veut pas briser ça. On a peur c'est ça, briser la relation. On ne sait pas comment l'aborder. Souvent, malheureusement, c'est abordé lorsque l'aîné cesse de conduire ou qu'on envoie le formulaire à la SAC. Puis là, ben, c'est un sujet chaud. C'est évidemment que l'aîné est en choc et vraiment tu sais, en désarroi par rapport à ça, avec raison. Alors que, ben, tu sais, idéalement, on l'aborde avant. Fait que c'est tout ça, dans le fond, qu'on doit complètement changer notre façon de penser, aborder le sujet bien avant. Fait que, tu sais, c'est ce qui ressort dans la littérature, c'est que les gens sont peu confortables, ne savent pas comment aborder, ont une incompréhension, une méconnaissance du processus de façon globale, de leur rôle comme professionnel. On l'a vu, tu sais, encore là, c'est pas clair. Puis c'est très, très peu abordé dans la formation, notamment infirmière. J'espère que ce sera plus abordé, puis je travaille fort pour pour développer des formations, puis en tout cas en parler de plus en plus, mais c'est encore un sujet qui est tout nouveau dans notre profession, je dirais. J'espère que votre appel large va être entendu peut-être par vos participants aujourd'hui. Donc, on ne sait pas exactement qui vous écoute, mais peut-être que votre va trouver un oreille. On a également Mme Gélina qui nous soulignait dans le chat donc le besoin de normaliser le processus qui semble être ici lorsqu'on comprend une intervention qui est assez importante auprès des personnes aînées pour peut-être diminuer justement le choc aussi de la perte du permis, le cas échéant. Un énorme merci à vous, Madame Savoie, pour votre présentation aujourd'hui. Merci pour toutes vos réponses à nos questions. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Pour notre part, on vous invite à assister à notre prochaine activité du RISIC qui va avoir lieu jeudi le 14 novembre de midi à 13 heures. Donc, un autre webinaire qui est offert gratuitement et qui est ouvert à toutes et à tous et qui va porter cette fois-là sur la pratique infirmière en contexte de violence à caractère sexuel. C'est un webinaire qui va nous être présenté par Mme Sandrine Vallée-Ouimet, qui est candidate au doctorat à l'Université du Québec en Outaouais. Vous pouvez vous inscrire à cette activité en visitant notre site Internet au www.risic.com. Et également, simplement vous mentionner que l'enregistrement intégral de l'activité d'aujourd'hui va aussi être ajouté sur notre site Internet dans les prochains jours. Vous allez donc pouvoir revisionner l'activité gratuitement et à votre aise. Si jamais vous avez d'autres questions pour notre conférencier, vous pouvez également lui écrire directement par courriel à son adresse qui est présente sur la page de l'événement. Merci encore beaucoup à vous, Mme Savoie, pour votre présence aujourd'hui. Merci. Également, Merci beaucoup. et ainsi à toutes les personnes qui étaient présentes. Et peut-être qu'on se revoit pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.